Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 287 du podcast Je peux pas, j'ai business. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Marie Yoga, qui est la créatrice du studio de yoga en ligne La Yoga Tribe et qui est aussi à la tête de la deuxième plus grosse chaîne de yoga française sur YouTube, Delphine Marie Yoga, avec plus de 200 000 abonnés aujourd'hui. Delphine, c'est aussi une self-made woman, c'est aussi maman d'un petit garçon. Et aujourd'hui encore, elle fait tourner seule un business à 6 chiffres qui a une croissance de 20 à 30% par an. Évidemment, avec un palmarès comme ça, j'avais qu'une envie, c'était de l'avoir sur le podcast et de lui dire comment tu fais pour tout gérer, comment tu fais pour être à la fois maman, femme, entrepreneur, épouse, influenceuse, on pourrait dire presque en ligne avec ta chaîne YouTube. Comment fais-tu pour tout gérer de front et en plus de ça, être aussi sympa? Bref, j'avais envie aujourd'hui de parler de maternité, j'avais envie de parler d'organisation, de productivité, j'avais envie de parler aussi d'identité, de qui est-ce qu'on doit être quand on est une femme, quand on est une maman, etc. et d'aborder tous ces sujets avec elle. Vous allez voir, l'échange est absolument passionnant. Alors sans plus de transition, je vous laisse découvrir tout ça et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Delphine et bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment vas-tu? Eh ben écoute, bonjour Aline, je vais très bien. Je suis ravie de te recevoir et en présentiel en plus puisque tu es actuellement dans mes bureaux à Nice. Tu m'as fait l'honneur de venir jusqu'à moi. C'est un honneur pour moi aussi. Team sudiste. Exactement. Écoute, c'est toujours une vraie expérience, un vrai bonheur d'enregistrer en présentiel, donc merci pour ça. J'ai plein de questions à te poser, mais pour commencer, si tu devais te résumer à quelqu'un en 3 bullet points ou alors 3 points faits principaux, lesquels ce seraient? Alors, je dirais que je suis entrepreneuse, je suis une yogi et je suis une maman. Combien d'enfants? J'ai un seul enfant et c'est suffisant. Mais il compte pour combien? C'est ça la vraie question. Il compte pour beaucoup. Un seul qui compte pour beaucoup. Exactement, il a 6 ans. C'est un petit garçon qui est plein de vie, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je ne peux pas dire que je comprends car je ne l'ai jamais vécu, mais en tout cas, je compatis énormément pour parler avec beaucoup de femmes entrepreneuses et mamans. Et il y en a aussi beaucoup dans l'audience de Bee Boost, donc je pense que toutes sont en train de tourner leur intention et leurs oreilles vers nous en tout cas. Avant de commencer à explorer tout ça, parce que j'ai plein de questions à te poser, j'ai pris pour habitude de faire un petit portrait chinois. J'ai entendu dans tes podcasts à chaque fois, c'est pas ma partie préférée, mais je vais me prêter au jeu. Les questions sont relativement tout le temps les mêmes. L'idée, c'est vraiment de répondre du tac au tac. T'es prête? Allez, c'est parti. Alors Delphine, un livre que tu as adoré récemment? Alors, le dernier livre que j'ai lu et qui a fait tilt, c'est La méthode Wim Hof. C'est, tu sais, la méthode des bains froids. Des bains gelés, etc. Exactement. Trop bien. Une citation qui t'accompagne au quotidien? Alors, la citation que je préfère, c'est « La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie ». J'adore cette citation, elle est belle. Je trouve qu'elle te correspond bien en plus. Le dernier achat dont tu es la plus heureuse? Oh là là, dernier achat dont je suis la plus heureuse, je dirais, on vient d'emménager, donc on a acheté un canapé, il est super confortable et ça fait un petit cocon familial au milieu de notre salon et c'est un super achat. Écoute, je suis preneuse après de la marque de la rêve parce que je vais déménager aussi bientôt, donc je la partage avec plaisir. Une application dont tu ne pourrais pas te passer ou un outil? Alors sur mon téléphone, l'application que j'aime beaucoup, c'est IP Light, c'est pour suivre mon cycle menstruel. Ok, trop bien. Je connais pas du tout, j'irai regarder. Merci pour la découverte. Et dernière question, quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Alors, le plus beau compliment, je dirais que c'est quand les gens me disent que j'ai changé leur vie ou que grâce à moi, ils se sentent mieux dans leur corps, ils se réapproprient leur corps. C'est vraiment ce qui me touche le plus parce que c'est ce que j'ai à cœur de transmettre dans mon yoga. Oh, c'est beau. Et c'est la transition parfaite après. J'avais envie de commencer par explorer un peu plus avec toi ton parcours. Donc, tu nous teasais un petit peu en disant, je suis maman, je suis entrepreneuse, ou plutôt je suis entrepreneuse, je suis maman, ça dépend dans quel ordre. Tiens, d'ailleurs, ce serait peut-être une bonne question. Est-ce que tu te définirais d'abord comme maman ou d'abord comme entrepreneuse? Alors, je pense qu'on en parlera un peu plus tout au long du podcast, mais je pense que je suis tout en même temps, mais entrepreneuse en premier. Tu mettrais l'entrepreneuriat en premier? Alors, je pense que ça vient à se rééquilibrer à l'heure actuelle dans ma vie, mais depuis 4-5 ans, l'entrepreneuriat a vraiment été ce qui prenait la plus grosse part de mon temps.
Ça va être la question suivante. Ce classement que tu as fait quand tu m'as dit je suis entrepreneuse puis maman, est-ce que c'était sur un système de temps? Est-ce que c'était sur un système de valeur? Est-ce que c'était sur un système de plaisir? Un peu tout. Un peu tout, ok. Un peu tout. Parce que c'est vrai que je dis souvent que j'adore être maman. C'est un super job. Après, il y a des côtés où c'est très difficile aussi. Mais je pourrais pas être qu'une maman. Et je m'épanouis énormément dans mon travail. C'est vraiment ce qui me met en joie, ce qui me procure du plaisir. Donc c'est vrai que dans ce système, il y a un petit peu des deux, quoi. Il y a un petit peu le côté plaisir où j'ai tendance à mettre l'entrepreneuriat qui vraiment me nourrit et fait qui je suis. Et puis je pense que c'est aussi hyper important pour l'exemple que je donne à mon fils. Et ce côté aussi, ce qui va m'apporter de la joie, les valeurs, etc. Je trouve ça toujours tellement beau, touchant et important quand je rencontre des mamans entrepreneuses qui osent dire je ne suis pas qu'une maman, parce qu'on vit dans une société où c'est encore presque mal vu de dire que maman, c'est pas notre seul bonheur dans la vie, ou c'est pas la seule source d'épanouissement ou la seule priorité, et qu'on a le droit aussi de s'épanouir dans autre chose que la maternité. Ouais, je vais pas te cacher, c'est pas facile. Il y a des fois, c'est pas très bien reçu aussi quand on dit, non, en fait, je suis pas qu'une maman. Il y a des jours où ma facette de maman ne m'épanouit pas du tout. Mais c'est vrai que je pense que c'est important que les femmes l'entendent, qu'elles peuvent être aussi, elles peuvent adorer leur job de maman et ça peut être ce qui les met en joie, etc. Mais c'est aussi ok si pour elles ont besoin d'autre chose pour s'épanouir. J'ai une amie que tu connais peut-être parce qu'elle prend souvent la parole sur ces sujets-là, qui s'appelle Nina Ramen, qui parle aussi beaucoup de son rôle de mère, de sa vision de son rôle de mère avec son fils, et de la place qu'occupe l'entrepreneuriat aussi par rapport à ça. Et je trouve ça inspirant quand il y a des femmes qui prennent la parole et qui disent on n'est pas que des mères et on ne s'épanouit pas que dans cette partie de notre vie, quoi. Ouais, moi aussi, je trouve ça très inspirant. Après, je pense que ça résonne avec certaines personnes et d'autres peut-être un petit peu moins, mais... Il faut tout pour faire un monde et c'est ça la beauté des choses. Exactement. Et du coup, pour parler un petit peu de ton parcours, à quel moment est-ce que tu t'es lancée et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans le yoga? Donc, si on remonte pas mal en arrière, malgré mon jeune âge, très jeune âge. Très jeune. Elle a une tétine dans la bouche. Exactement. Donc, j'ai fait une école de commerce, une école supérieure de commerce. Suite à ça, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe pendant 7 ans. En fait, on avait comme projet avec mon mari de déménager aux États-Unis. Il a accepté un VIA, c'est un volontariat international en administration, à l'ambassade de France à Washington DC aux États-Unis. Wow. Donc, il est parti. Quand il est parti, on nous avait promis, oui, vous inquiétez pas, votre femme, elle aura un visa pour vous suivre, etc. Dans la réalité des faits, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, pendant 1 an, on a vécu à distance. Wow. Washington, la France, c'est loin. Donc, j'avais la chance on était déjà mariés à l'époque. Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'avais la chance de travailler, moi, avec la clientèle américaine. Donc, je me déplaçais beaucoup aux USA. Donc, on pouvait quand même se voir de temps à autre. Et en fait, au bout d'1 an, j'en pouvais plus. Donc, j'ai dit bye bye à mon entreprise. J'ai démissionné sans rien avoir derrière, en ayant juste un visa de tourisme et en me disant on verra bien ce qui se passe. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, ça a été la douche froide. Mon mari s'était déjà un peu refait son cocon. Il avait ses amis, son travail. Moi, j'avais pas de travail, pas d'amis. Je connaissais personne. J'étais toute seule toute la journée. Et en fait, je pratiquais déjà le yoga avant pour me déstresser parce que j'avais un boulot où il fallait rendre des comptes, il fallait atteindre les chiffres, etc. Donc j'étais assez stressée, puis j'avais beaucoup de déplacements professionnels aussi, donc c'était pas évident. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit du coup je vais faire du yoga. Et aux États-Unis, le yoga est hyper développé, donc je me suis inscrite dans un studio en payant un abonnement illimité et j'y allais le matin à 6h30, le midi à 12h30 et le soir au cours de 4h, 5h, 6h. Enfin voilà, je faisais 4-5 heures de yoga par jour. Et j'ai fait ça pendant des mois. Pourquoi? En fait, c'était un peu comme ma bouée de sauvetage. Okay. C'était quelque chose que je connaissais et qui me faisait du bien. Et j'étais aussi dans un état de stress hyper intense. Et c'était les seuls moments quand je faisais du yoga où je me sentais calme. Le petit vélo, tu sais, qui tourne dans la tête, ça s'arrêtait. Et à la fin du cours, ça relâchait. Quand j'avais besoin de pleurer, je pleurais. Je me sentais tellement mieux. Et c'était une époque aussi où j'étais très, très mal dans mon corps. Et je commençais, grâce au yoga, à apprécier, en fait. À apprécier sa force, à apprécier les mouvements que j'étais en train de faire. Je retrouvais de l'espace, je retrouvais de la souplesse que j'avais eue quand j'étais plus jeune. Donc, ça m'a fait un bien fou. Donc, je me suis dit, vas-y, pratique. Et au bout d'un moment, il y a un des profs du studio, j'arrêtais pas de lui poser des questions. Il m'a dit, mais en fait, Delphine, forme-toi. Voilà, t'as envie d'en savoir plus sur le yoga, vas-y, forme-toi. Donc, me voilà, moi, la petite Française qui parle anglais. Mais bon, voilà, quoi. Approximativement. Ouais, je parle bien anglais, mais bon, c'est toujours pas comme si j'étais une locale. Donc, j'ai fait une formation de 200 heures.
Et en fait, à la fin de cette formation de 200 heures, il y a la doyenne du studio qui est venue me voir et elle m'a dit, en fait, n'arrête jamais d'enseigner, t'as un truc dans ta voix, il faut absolument que tu continues à enseigner. Elle m'a offert un job. Et donc, du coup, j'ai commencé à enseigner comme ça. C'est très rêve américain aussi, ce genre C'est très, très rêve américain. Complètement. Et puis, le temps est passé. Mon mari a fini sa mission. On s'est dit, est-ce qu'on reste aux États-Unis? Parce que, entre-temps, on avait obtenu une carte verte en jouant à la loterie, le truc improbable. Mais non. Improbable. Il y a un enchaînement de choses incroyable. Et en fait, on se dit, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on rentre? Lui, il avait une offre pour revenir bosser dans la région niçoise. Et puis, on s'est dit, en fait, on rentre, on a envie d'être proche de nos familles. Et donc, je reviens à Nice. Et là, je commence à faire LinkedIn, les petites annonces pour bosser dans l'hôtellerie. Et là, mon mari, il me dit, alors là, t'as rien compris, la belle fille. T'as rien compris. Tout ce qu'on vient de traverser, tout ce qu'on vient de vivre qui était dur, tout le changement que t'as fait sur toi, etc. Et là, tu vas repartir dans tes vieilles habitudes, etc. Et il m'a dit, non, mais en fait, il n'y a pas moyen, tu te lances. Tu t'étais même pas posé la question de faire autre chose? Je m'étais même pas posé la question. Tu sais, c'était genre les trucs qui sont ancrés. Et puis, je viens d'une famille où, genre, prof de yoga, c'est pas vraiment un boulot, métier, tu vois. C'est genre, si t'es médecin, c'est cool. Tu vois, si t'es à ton compte, faut soit que tu sois à la tête d'une entreprise, soit que tu sois médecin, soit, tu vois, un métier un peu valorisé. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, c'était pas vraiment une option. Et puis, je m'étais dit, en fait, financièrement, comment je peux en vivre? C'était un peu ça aussi derrière. Et puis, finalement, on a fait un pacte. Je lui ai dit, écoute, je veux bien me lancer, mais tu me promets de ne pas quitter ton emploi. Et il travaille pour une grosse entreprise française. Son job, il est assez sûr, quoi. Donc j'ai dit, ok, je me lance, mais par contre, tu gardes ton job. Et du coup, je me suis lancée. C'est comme ça que tout a commencé. Waouh. Et tu t'es lancée directement en ligne, parce qu'aujourd'hui, tu es très présente sur YouTube notamment. Ou alors, dans un premier temps, c'était plutôt en local, on va dire la voie un peu plus classique, dans une voie qui ne l'est pas. Alors, j'ai fait les deux un peu en parallèle. J'ai créé mon auto-entreprise à l'époque en octobre 2016 et ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, elle date de janvier 2017. Ok. Donc moi, j'ai commencé à l'époque quand j'ai connu le yoga avec une chaîne de yoga américaine qui est très connue qui s'appelle Yoga with Adriene. Elle a des millions d'abonnés maintenant sur YouTube. Et en fait, j'avais envie d'offrir ça, mais en français. Parce que pas tout le monde parle anglais. À l'époque, il n'y avait pas les outils d'IA qui faisait la traduction automatique des vidéos, etc. Donc, en vrai, si tu parlais pas anglais, tu n'avais pas de contenu gratuit. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer. Et donc, quasiment tout de suite, j'ai commencé à proposer des vidéos. Mais bon, j'avais 10, 20, 30, 100 abonnés, quoi. C'était tout petit. On les savoure aussi, je trouve, les 100 premiers abonnés. Hein. Ah, les 100 premiers, les 1000 premiers, je me souviens, c'était genre j'ai 1000 abonnés, c'est incroyable. Incroyable. Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui, tu as plus de 200 000 abonnés, est-ce que à 200 000, c'était la même joie que aux 1000 premiers ou pas? Ouais. Toujours. C'est toujours la même joie. À chaque fois, en plus, maintenant, ce que je trouve rigolo, c'est que des fois, c'est... alors, peut-être que je moniteur un peu moins. Enfin, je sais quand est-ce que ça va arriver en général, mais des fois, c'est des abonnés qui m'envoient « Ouais, on a atteint les 200 000, c'est trop cool !» Donc, c'est chouette aussi. Et ouais, c'est toujours la même joie. Quand j'ai reçu ma petite plaque YouTube avec écrit 100 000 abonnés, j'étais trop fière. Je l'ai mis dans mon bureau, forcément. Ça a l'air d'avoir une sacrée communauté aussi. Elle a l'air incroyable. Ouais, il y a une très, très belle communauté derrière et ça, j'avoue que c'est chouette. C'est beau. Et du coup, tu te lances en 2016, tu ouvres ta chaîne YouTube en 2017. Est-ce que ça marche tout de suite, YouTube et le studio, ou est-ce que tu dois faire ton nid petit à petit? Je dois faire mon nid petit à petit. Ça a pris vraiment progressivement. Après, je pense que c'est souvent comme ça quand on se lance. En vrai, faut travailler dur, faut y croire. Franchement, les premiers cours que j'ai fait sur Nice, il y avait 1 personne, 2 personnes, des fois il y avait 0 personne. Je me dis, c'est pas grave, c'était pareil avec les vidéos YouTube. Des fois, il y avait 10 personnes qui voyaient, des fois très peu. C'était OK. Mais par contre, je m'étais vraiment dit, tu lâches pas et tu restes régulière. Et en fait, c'est ça qui a payé avec le temps. Plus le fait qu'après, il faut pas se mentir, il y a le Covid qui est arrivé. Oui. Donc moi, j'étais déjà bien en place. Ma chaîne, elle devait avoir, je sais pas, entre 30 et 40 000 abonnés quand le Covid est arrivé, mais ça a explosé en fait. Ouais. Parce que forcément, quand on était tous enfermés, les gens se sont tournés vers le en ligne. Et donc là, j'étais déjà là, donc ça a pris de l'ampleur. Toutes les graines que tu avais semées ont pu germer à ce moment-là. Exactement, ouais. Et du coup, quand est-ce que tu es devenue maman? Parce que c'est un des sujets qui va nous intéresser en fil rouge dans cet épisode aussi. Donc, j'ai créé mon entreprise en 2016. Je suis tombée enceinte en septembre 2017. Et j'ai accouché en juin 2018. Donc, toute jeune entrepreneur et toute jeune maman en même temps. Toute jeune entrepreneur. Mon fils, c'était
pas vraiment planifié. Après, avec mon mari, quand on en parle avec le recul, on se dit que si on avait dû le planifier, on n'aurait jamais eu d'enfant. Parce qu'on se dit toujours, c'est pas le moment. En fait, c'est jamais le moment d'avoir un enfant. Donc, il est arrivé quand il devait arriver et c'est parfait. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais une bébé entrepreneuse à l'époque. Tu vivais déjà ton activité à ce moment-là ou pas encore? Je vivais partiellement de mon activité, c'est-à-dire que je devais pouvoir me verser un SMIC. Est-ce que ça a été un stress financier de se dire, il y a un enfant qui arrive, mon activité commence à me payer, mais ce n'est pas encore hyper stable, je suis pas là depuis très longtemps. Comment toi, tu l'as abordé? Alors, oui, c'était un stress financier, mais encore une fois, je savais qu'avec le salaire de mon mari, on pouvait s'en sortir plus ou moins pendant quelques temps. Donc, je me disais, voilà, le plus gros stress, c'était pas tant financier, c'était de perdre tout ce que j'avais développé. C'était vraiment ça. Ouais, c'était de perdre ma clientèle, la clientèle des gens que j'avais en cours particulier, des personnes qui venaient avec moi en cours collectif, et puis même des personnes qui te suivent sur YouTube. Parce qu'en vrai, si tu fais une pause et que tu publies plus rien pendant 6 mois, ben les gens ils vont voir ailleurs. Surtout et dans c'est un normal. Marché où c'était de plus en plus concurrentiel. Exactement. Donc c'était vraiment ma crainte numéro 1, c'était tout perdre. Perdre tout ce que tu avais commencé à construire, dont tu commençais à récolter les fruits. Exactement. Et devoir recommencer à zéro, voire potentiellement pas arriver à recommencer à zéro, parce que c'était aussi une époque où je commençais à avoir beaucoup de profs de yoga. Hein. Quand je compare aux États-Unis, je crois que c'est 1 Américain sur 10 qui est prof de yoga. Enfin, c'est un truc hallucinant, qui a fait une formation de prof de yoga. Et en fait, en France, ben, on y vient aussi un petit peu. Il y a de plus en plus de personnes qui se forment. Donc, c'était aussi une période où il commençait à y avoir plus en plus de profs de yoga sur le marché qui arrivaient. Je me disais, ben, potentiellement, il y aura peut-être plus de place pour moi. Alors qu'en vrai, bon, il y a toujours de la place, mais c'est un petit peu l'anxiété qui ressort. Il y a l'anxiété, il y a ce qu'on projette. Et après, comme tu dis, concrètement, il y a aussi les chiffres qui font que, ben, s'il y a de plus en plus de personnes sur une courbe ascendante assez raide, ben, logiquement parlant aussi, il y a des raisons de s'inquiéter, de se poser des questions. Bien sûr. Ça veut pas dire que ce sera impossible, ça veut dire que ce sera plus difficile. Bien sûr, forcément, ta part de marché, elle se réduit. Donc, si on est de plus en plus et que le nombre de personnes qui font du yoga, il croît pas exponentiellement, bah forcément, ta part de marché se réduit. Il faut devenir prof de yoga pour les profs de yoga. C'est ça. Il y en a, hein. Il y en a. Il y en a. C'est un marché. C'est un marché de niche à prendre. Est-ce que tu avais d'autres craintes à ce moment-là quand tu es tombée enceinte? Non, je pense que c'était ma principale crainte. Après, j'avais une autre crainte qui était plutôt physique. J'avais l'impression que j'allais perdre complètement ma pratique et pas arriver à la retrouver après. Alors ça aussi, c'était complètement... bon, on s'en rend compte quand on passe à travers. Hein. En fait, j'ai jamais eu autant de force qu'après avoir accouché. Parce que on passe à travers une rééducation périnéale, une rééducation abdominale. Donc en fait, j'ai encore plus appris à engager mes muscles et j'ai reconstruit ma force encore mieux qu'avant. Donc, Et du coup, c'est la question que j'allais te poser, c'est tu avais donc toutes ces craintes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Est-ce que tu as continué YouTube? Est-ce que tu as arrêté YouTube? Est-ce qu'il y a eu des meilleurs résultats, des moins bons? Enfin, comment ça s'est goupillé de ton côté? Au niveau de YouTube, ce que j'ai fait, parce que je suis une personne très organisée et quand j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens. Donc j'adore les gens organisés. J'ai vu ça. Ça se sent tout de suite. Donc, j'avais planifié en fait en amont toutes mes vidéos. Donc, j'avais planifié, mon fils est né en juin et j'avais des vidéos jusqu'à genre fin septembre. Donc, je savais que toutes les semaines, il y aurait 2 contenus qui sortaient. Et ce serait, parce que c'est ma vitesse, c'est ça, c'est je sors 2 nouveaux cours par semaine sur YouTube. Waouh. Ouais, ça fait beaucoup de contenu. Donc, 3 mois de vidéos fois 2 fois par semaine, quoi. Exactement. J'avais tout planifié en avance. Et puis, en plus, après, ça m'a fait sourire parce que du coup, les vidéos, elles sortent. Moi, j'avais accouché. Et du coup, on me voyait encore avec mon gros bidon. Enfin, c'était génial. Dire, oui. Ouais, c'était trop chou. Et puis, les gens aussi appréciaient, je pense. Donc, ça, de ce côté-là, c'était un peu couvert. Et après, de l'autre côté, sur tout ce qui était, parce que donc, du coup, je suis prof de yoga. J'aime bien me décrire comme je suis prof de yoga dans la vraie vie et en ligne. Donc, tout ce qui était prof de yoga dans la vraie vie, avec mes cours collectifs, avec mes cours privés, etc., j'ai repris extrêmement vite. Donc, mon fils est né le 16 juin et début septembre, j'ai repris. Ok. Ça a été compliqué, ça a été nécessaire, c'était bien vécu. Comment tu l'as vécu? J'avais l'impression que j'avais pas le choix. Dire que je l'ai bien vécu, je me suis vraiment mise dans le mood faut le faire, avance. Maintenant, avec le recul, c'est quelque chose que je ne referai pas. Parce que, en fait, j'ai voulu être tout en même temps et je pense qu'on peut pas être tout en même temps. J'ai voulu allaiter mon fils pendant 13 mois en reprenant le travail à côté. Donc, ça veut dire que je tirais mon lait plusieurs fois par jour. Ça veut dire que il y avait plein d'ajustements à faire et ça a généré aussi beaucoup de fatigue. Je pense que c'était beaucoup. Avec le recul, je pense que j'aurais pris plus de temps. Mais
au moment où Delphine a pris cette décision, elle avait l'impression que c'était la meilleure décision pour son entreprise. Et peut-être que si je m'étais accordé 6 mois, ça aurait mis plus longtemps à redémarrer derrière. Donc, au moment où je l'ai fait, c'était le moment juste, mais clairement, ça n'a pas été facile. C'est vrai que je me disais, je commence à voir, parce que c'est notre âge aussi, mais beaucoup d'amis qui tombent enceintes, qui ont leur premier, leur deuxième enfant en ce moment, etc. Et à chaque fois, je vois celles qui font le choix de reprendre au bout de 2 ou 3 mois de congé mat, celles qui font le choix de prendre au bout d'1 mois de congé mat, celles qui se donnent 6 mois, celles qui transforment complètement leur activité. Enfin, il y a plein de comportements. C'est pour ça que je suis toujours très curieuse d'avoir les feedbacks. Donc toi, c'était au bout de 3 mois, mais avec le recul, tu te dis à refaire, tu ferais peut-être différemment. Ouais, mon fils, il avait 8 semaines quand je l'ai mis à la crèche. Et c'est vrai que à refaire, je pense que j'aurais essayé de faire différemment. Mais encore une fois, à l'époque, j'avais l'impression que c'était vraiment la seule option. La seule option. C'était vraiment la seule option que je voyais. Donc, quelque part, ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Après, c'est pas simple. Et je trouve que on parle pas assez de ce que c'est de gérer une entreprise, d'avoir des clients et de devenir maman. Et je trouve que aussi, il y a un peu de l'autre côté, la clientèle, elle a des attentes en fait. Bien sûr. Et tu deviennes maman ou pas, en fait, ça change rien. Les attentes, elles sont là. Et même si les personnes elles se disent ah bah oui, elle vient de devenir maman, etc. Bah en fait, tu sors pas de nouvelles vidéos, je vais voir ailleurs. C'est toujours pareil en fait. Tu vois, il y a quand même s'il y a beaucoup de bienveillance autour de ça, il y a quand même concrètement une attente de l'autre côté. Est-ce que tu te souviens un petit peu comment tu t'es sentie dans les 2 années qui ont suivi, qui sont peut-être les années un peu charnières aussi, par rapport à ton fils, par rapport à toi, par rapport au business? Est-ce que ça a grossi pendant ces années-là? Est-ce que c'était plutôt sur une pente ascendante mais très légère? Comment ça s'est passé? Je me suis sentie comme dans une machine à laver. Waouh. La question qu'il fallait que je pose. Je crois que c'est la meilleure description de la chose parce que la première année de mon fils, il dormait pas beaucoup. Donc voilà, on était sur un petit garçon qui se réveillait entre 6 et 10 fois par nuit. Donc on avait des nuits très très hachées. On travaillait tous les deux à côté, donc c'était fatigant. Et en fait, quand mon fils a eu 1 an et demi, il dormait toujours pas, mais il y a eu le Covid. Et donc moi, mon entreprise, elle a continué à croître. Depuis le début, elle a fait une croissance qui était assez linéaire, mais assez forte quand même. Cool. Et quand le Covid est arrivé, alors là... Ça a explosé. Exponentiel. Est-ce que tu t'es réveillée du jour au lendemain, t'avais pris genre 50 000 abonnés sur YouTube? Est-ce que t'as eu des moments de pic comme ça ou c'était une croissance énervée? Non, c'était plus une croissance énervée. Prédictible. Ouais, mais c'était exponentiel par rapport à ce que c'était avant. C'était là où je prenais peut-être avant 100 abonnés par semaine. Là, j'en prenais 2000 d'un coup. Donc, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui était incroyable qui se passait. Je me réveillais le matin, je regardais mon compte Instagram et je me disais, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? En fait, il y avait eu des reposts, des choses comme ça. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi eu moi où, au moment du confinement, j'avais 2 options. Soit je disais, ok, confinement, on reste chez soi, j'arrête, je fais une pause, je continue mon YouTube. Alors que moi, j'ai eu l'annonce du confinement et c'est là que j'ai créé le studio en ligne. Donc le studio en ligne, j'avais déjà fait un programme de yoga en ligne avant, l'été d'avant, donc c'était un peu le galon d'essai. Sauf que le confinement est arrivé et là, mon mari, il est un peu dans l'informatique. Je lui ai dit là, tu me trouves une plateforme en ligne qui me fait du streaming. Et en fait, on lance. Et genre, j'ai dû lancer 3 jours après que le confinement soit arrivé. T'as saisi l'opportunité. Donc tout était là, mais en même temps, je me suis dit go, fonce. Et du coup, le Covid, là où beaucoup de gens sont trouvés à pas faire grand chose, etc. Moi, j'ai bossé, je pense que je bossais 200 heures par semaine. Donc, franchement, c'était... 200 heures par semaine? Non, peut-être pas 200 heures, mais c'était vraiment du matin au soir. Je m'enfermais dans le salon, je faisais mes tournages, mes montages, ma mise en ligne, je répondais, je faisais ma com, machin, c'était non-stop. Oui, c'était tu mangeais, buvais, respirais ton business. C'était pas 200 heures par semaine, évidemment, mais je pense que je suis même pas sûre qu'il y ait 200 heures dans une semaine. Je suis même pas sûre qu'il y ait 200 heures dans une semaine. Non, mais ça devait être, je devais bosser 10 heures par jour, 7 jours par semaine, donc ça fait 70 heures par semaine. Voilà, c'est comme toi quand tu dois être dans tes rushs. Mais moi, ça a duré tout le Covid, en fait. Et c'est ça aussi qui a fait que, mon entreprise, elle a cru d'un coup sec, en fait. Parce que j'étais là aussi pour supporter le truc. Et donc là, à ce moment-là, tu bosses 10, 12, 14 heures par jour. Tu ne fais que ça. Tu as quand même un mari et un très jeune enfant à la maison. Comment tu as géré les deux? J'ai pas géré. Tu n'as pas géré. C'est une bonne réponse aussi. J'ai pas géré. Là, sur le coup, je suis assez honnête avec ça. C'est mon mari lui, il est dans une entreprise qui est très liée au
tourisme et aux vacances, etc., aux déplacements, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait, quand le Covid est arrivé, ils ont shut down. Chômage technique. Et ils bossaient plus du tout. Donc, il a pris le relais intégralement sur notre fils. Et moi, j'étais très, très peu là. Alors après, toutes les mamans qui écoutent savent et se doutent, je l'ai pris comme un boomerang revenir dans la tête quelques mois après. Et c'est normal, parce que quand t'as un petit garçon d'1 an et demi, quand on est moins présent, forcément, ça a un peu des conséquences derrière. Mais c'est vrai que oui, clairement, j'ai pas géré, je me suis pas occupée d'eux. Là, j'ai vraiment fait un focus business. C'est comme si j'avais vu qu'il y avait une fenêtre de tir et je me suis dit, là, en fait, c'est ton moment, Delphine, là. C'est maintenant ou jamais, fonce. Et en même temps, c'était moins culpabilisant que si j'avais dû le laisser à des tierces personnes. Je savais qu'il était avec son papa, je savais qu'il était dans un environnement à la maison, etc. Personne pouvait sortir, personne pouvait faire quoi que ce soit. C'était beaucoup moins culpabilisant que quand aujourd'hui je bosse le week-end et que à côté ils vont à la plage ou des trucs comme ça. Et là, j'ai l'impression de manquer quelque chose. Là, j'avais moins l'impression de manquer quelque chose, même si on manque toujours un peu quelque chose. C'est intéressant que tu dises que tu t'es pris le boomerang. Je projette peut-être, mais j'ai l'impression que presque tu culpabilises et en même temps, tu es content d'avoir pris cette décision pour tout ce que ça t'a apporté d'un point de vue business. Avec le recul, est-ce que tu es de nouveau en train de te dire c'était la meilleure décision à prendre, même si elle a eu des conséquences? Ou est-ce qu'il y a encore une culpabilité par rapport à cette période de confinement? Alors, je crois que la culpabilité, elle est associée à la maternité. Genre, le jour où t'accouches, on te met une étiquette sur le front. Culpabilité, et ça ne te quitte jamais. Quoi que tu fasses, il y a de la culpabilité tout le temps. Mais tout le temps. Non, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et ça, je le referai. J'aurais pris la même à ta place, je pense. je le referai 100 fois. Après, c'est sûr que j'avais pas anticipé les conséquences. Voilà. Mais je le referai 100 fois, c'est sûr et certain. En tout cas, sache que je pense que beaucoup d'auditrices, et moi y compris, on aurait pris la même décision que toi, vraiment. C'est intéressant, j'ai enregistré il y a pas très longtemps un épisode de podcast justement sur le syndrome, le good girl syndrome, le syndrome des femmes qui pensent qu'elles doivent être parfaites dans toutes les étiquettes et toutes les facettes de leur vie, où aujourd'hui on commence à se dire bah oui, non, c'est pas possible, mais c'est quand même quelque chose qui est très très ancré. On doit être la mère parfaite, l'entrepreneuse parfaite, la femme parfaite, l'amie parfaite, et en fait on se crée une pression interne insoutenable. Qui n'est pas du tout présente chez les hommes, en fait. Qui n'est pas du tout présente chez les hommes. Ils n'ont pas du tout la même pression. Et moi, j'avoue que j'aime bien suivre des comptes sur Instagram qui cassent un peu ça et qui le disent franchement. En fait, il y a des saisons dans la vie et on peut pas être tout le temps. Et quand on vient d'être maman, un petit enfant, ça demande beaucoup de présence, ça demande beaucoup de temps. Donc, soit à un moment, on met entre parenthèses sa vie de femme, soit on met entre parenthèses sa vie d'entrepreneur, pour être à 100% maman, soit c'est le partenaire qui prend plus le relais sur cette tâche. Mais à un moment, en fait, on ne peut pas être tout. Moi, j'ai voulu, au début, pendant cette première année de mon fils, être tout, mais je me suis épuisée, en fait. Et puis, alors, qu'est-ce qui passait en dernier? C'était mon couple, ce qui est quand même hyper important, et moi. Alors, clairement, là, pendant 1 an, on a oublié Delphine. Waouh. Je trouve que c'est touchant de dire ça comme ça. Je sais pas si c'est touchant, mais en tout cas, c'est vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Ça l'est. Du coup, avance rapide de quelques années. Nous voici à présent en juillet 2024. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression de faire des sacrifices? Que ce soit sacrifier ton business pour profiter de ta famille, ou que ce soit sacrifier ta famille pour profiter de ton business, ou tantôt l'un, tantôt l'autre. Soyons généreux. Alors, je pense que j'ai plus souvent l'impression de sacrifier ma famille pour mon business que l'inverse. Parce que c'est vrai que comme je le disais, je le dis depuis le début, dans mon système de valeurs, dans mon système de joie, etc., l'entrepreneuriat arrive tout en haut. Et je suis consciente qu'en fait, c'est comment je suis faite. C'est ce qui me met en joie de prendre soin des autres, d'avoir une large communauté autour de moi. Et en fait, c'est OK, c'est la personne que je suis, c'est sûrement ma mission de vie aussi. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup fait passer cet épanouissement professionnel et du coup personnel à travers le professionnel, parfois avant la sphère familiale. Et il y a eu des fois où vraiment, oui, j'ai eu l'impression de sacrifier la sphère familiale pour ça. Alors moins maintenant, en juillet 2024, qu'il y a quelques années. Maintenant, j'arrive un petit peu plus à rééquilibrer le curseur. Mais comme je te le disais tout à l'heure, en fait, on peut pas tout avoir. Et à un moment donné, je pense qu'il faut aussi être clair. Alors moi, mon fils, Céleste, il est arrivé au moment où il devait arriver.
Mais à un moment, c'est soit je restais la petite prof de yoga, j'arrêtais peut-être YouTube parce que ça me prenait beaucoup de temps et que ça me rapportait pas grand-chose et je restais à donner mes petits cours, etc. Et c'était très bien comme ça. Soit je voulais faire grandir la chose. Et là, à un moment, en fait, il y a pas le choix. Il faut faire des concessions quelque part. Et donc, du coup, oui, ça a été ma sphère familiale où... Alors, je ne dis pas que j'ai été une maman absente ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Mais il y a eu des moments où, oui, clairement, je travaille tous les dimanches, par exemple. Il y a des fois, ils vont faire des trucs le dimanche. Voilà, moi, je travaille. Parce que c'est le choix et la décision que tu as prise aussi. C'est le choix et la décision. Après, c'est aussi, je suis dans un métier où les gens ils sont disponibles quand en fait c'est après le travail, les week-ends. Donc c'est aussi le métier que j'ai choisi et la voie dans laquelle je suis qui fait que malheureusement il faut que je travaille les moments où les autres sont disponibles. Ça fait totalement sens. C'est intéressant de dire quand tu dis on peut pas tout avoir pour faire des concessions. Moi, je vois vraiment la vie et cette fameuse roue des 8 domaines de vie qui est très connue en coaching et de nous dire c'est un système de vases communicants en fait, on a une certaine quantité mettons d'eau à notre disposition, on ne peut pas remplir tous les vases à 100% en fait. Il faut vraiment décider quel vase on remplit. Si à un moment on veut remplir un certain vase à 80, 90, 100%, forcément ce sera au détriment d'autres vases et de choisir en conscience en fonction de son système de valeurs, de ce qui nous met en joie. Exactement. Et parfois au détriment de ce que la société attend de nous ou nous fait sentir qu'elle attend de nous. Et je trouve ça très courageux de ton côté, déjà d'avoir pris ces décisions en fonction de toi et pas en fonction des autres. Et surtout aujourd'hui de dire, voilà les décisions que j'ai prises. Elles sont peut-être pas parfaites d'un point de vue de société, mais moi, c'est celles qui me conviennent le mieux, quoi. Donc, chapeau pour ça. Merci, c'est gentil. Mais oui, c'est exactement ça, cette histoire de vase communicant. Et je pense que du coup, il y a aussi une histoire de réfléchir pour les auditrices qui nous écoutent, en fait, à quel moment je veux lancer mon entreprise, si j'ai aussi envie d'être maman. C'est sûr que si on a des grands qui ont 10-12 ans, c'est pas du tout la même chose que si on planifie d'avoir un bébé. En fait, c'est pas du tout la même charge qui arrive. Et puis, il y a aussi ce vase communicant qui peut être fait, en fait, avec le conjoint. Parce qu'au final, on peut mettre nos deux vases en commun. Et pourquoi est-ce que ce serait à la maman d'assumer tout, d'être là à 4h30 tous les soirs, en fait, les vases, ils peuvent communiquer à deux aussi. Et moi, c'est beaucoup ce qui a été fait dans mon couple. Alors, c'est moi qui suis là à 4h30 tous les soirs à l'école. Ça, je mets un point d'honneur. Mais par contre, c'est vrai que lui, il prend le relais sur le dimanche, sur plein d'autres choses pour me permettre justement de plus travailler. C'est des discussions du coup que vous avez eues en amont ou que vous avez eues au fur et à mesure Qu'on a beaucoup eu au fur et à mesure. Après, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il m'a toujours vraiment... il m'a toujours soutenu à 300%. À chaque fois que j'ai des idées... alors maintenant, je lui dis plus, genre... Parce que avant c'était genre j'ai l'idée de faire ça et il me disait ok et puis après il se rendait compte de ce que ça voulait vraiment dire en termes de charge de travail. Il se disait oh là là quoi j'ai dit ok et puis maintenant je lui dis genre j'ai envie de par exemple la dernière fois je lui ai dit j'ai envie de planifier une retraite un peu loin en Ardèche sur 4-5 jours mais du coup ça veut dire que je vais pas être là pendant une semaine. Je lui dis t'es bien conscient de ce que ça veut dire hein. Il me dit ok c'est bon c'est bon go. Ah c'est beau c'est bien. Je trouve ça encore tellement rare. Les couples où il y a un vrai soutien de la part du conjoint qui non seulement soutient émotionnellement, mais aussi s'implique logistiquement dans la famille, etc. Que c'est beau. J'espère que ça va devenir de plus en plus la norme. C'est vrai que ça devienne la norme. Parce qu'au final, en fait, on est dans une société où les femmes, elles ont réclamé le droit de travailler, etc. Mais en fait, on leur a pas du tout enlevé la charge de s'occuper du foyer, de la maison, etc. Donc, on a demandé un truc, mais en fait, on a gardé tout le reste. Il y a un moment, il faut un peu rééquilibrer la chose. On est des superwomen, mais quand même, on a besoin d'être sur certains trucs. C'est vrai que c'est le gros problème sociétal qui est soulevé aujourd'hui. On a obtenu beaucoup de droits qui nous complètement qu'on méritait, sauf que on s'est retrouvé avec des choses en plus de tout le reste effectivement qu'il n'y a pas eu de rééquilibrage dans le sens inverse. Ouais. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Est-ce que alors, on sait que l'entrepreneuriat et les journées type ne sont pas copains, mais est-ce que tu as quand même une organisation quotidienne? J'entendais 4h30 l'école. Comment est-ce que tu fonctionnes? Je pensais que c'était que chez moi que l'organisation quotidienne n'était pas hyper définie. C'est un mal très répandu et très contagieux. Ah, ok. Bon, ça me rassure. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir maintenant plus des semaines type. C'est-à-dire que, on est vraiment, si tu l'as pas encore compris, je suis assez organisée. Donc, avec mon mari, on est assez organisé. Tu viens de parler de semaine type, c'est bon, tu as conquis mon cœur. Donc, en fait, dans ma semaine type, j'ai un type d'activité ou de tâches que je fais en fonction des jours. Et je les accorde avec si je dois aller chercher mon fils à l'école ou pas. En gros, je vais le chercher à l'école
2 à 3 fois par semaine et mon mari fait les autres jours. Donc sur une journée où je dois déposer, chercher mon fils à l'école, ma journée c'est je m'occupe de lui au réveil parce qu'il se réveille ultra tôt jusqu'à aller le déposer à l'école. Ensuite je rentre, je travaille. Maintenant le non négociable, mais c'est assez récent quand même relativement par rapport à depuis quand je suis entrepreneuse, c'est la pause déjeuner, c'est le sport. Donc c'est un moment pour moi. Ensuite, je retravaille, je vais le chercher à 4h30. Je fais ce qu'on appelle le tunnel du soir quand on est maman. Je pense que toutes les mamans vont savoir de quoi je parle. Si mon mari rentre avant qu'il soit couché, c'est lui qui s'occupe du coucher. Sinon, moi, je couche. Et en fonction de ma charge de travail et de ce que j'ai fait dans la journée, je retourne travailler. Et tu dirais que opérationnellement, tu arrives à travailler combien d'heures par jour environ? Je pense qu'aujourd'hui... Alors, je travaille déjà sur 6 jours en général. Je pense qu'aujourd'hui, je dois faire 6 heures de boulot par jour à peu près. Très efficace, parce que par contre, je suis ultra efficace. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas tant que ça, 6 heures. Ça passe très, très, très vite. Ça passe très, très, très vite. Mais comme je suis vraiment par type, donc tu vois, par exemple, le lundi, je gère tous mes réseaux sociaux. Le mardi, c'est tournage. Le mercredi, c'est toute l'administrative, de la compta, des trucs comme ça. Le jeudi, tournage. Le vendredi, je laisse pour tout ce qui est mon traité, voilà. Tout ce qui serait arrivé pendant la semaine. Voilà. Voilà. Donc, comme, en fait, c'est hyper organisé, au final, j'arrive à produire énormément en très peu de temps. Mais j'ai beaucoup de mamans, mamans entrepreneuses en l'occurrence, qui m'ont dit le fait d'être devenue maman, ça t'oblige à prioriser et appliquer la loi du 20-80 à son extrême, où tu t'es forcé de repérer les quelques tâches qui vont changer la donne et à laisser de côté tout le reste, en fait. Oui. Oui et non. Alors oui, clairement, tu peux. Après, tu vois, ça m'arrive d'avoir des journées où, par exemple, le mercredi, mon mari, du coup, il a 80% depuis que mon fils est à l'école, il s'en occupe complètement. Donc, le mercredi, je commence à bosser à 8h, j'ai un cours à 19h30, je m'arrête pas à bosser jusqu'à mon cours et je finis à 21h, tu vois. Donc là, je me fais une journée. Voilà. Donc en fait, ça va un peu dépendre des jours, mais c'est vrai que quand je vais chercher mon fils à l'école, mes journées, elles sont assez restreintes et maintenant, j'essaye de plus trop pour aussi passer du temps avec mon mari, de plutôt retourner bosser une fois que mon fils est couché, parce que j'avoue que ça c'est compliqué. Tu vois, à un moment, je me suis dit, c'est vrai que j'ai quand même multiplié ce que je fais. Donc, je suis prof de yoga en présentiel, j'organise des retraites, j'organise des ateliers, j'ai YouTube, j'ai le studio en ligne. Et à un moment, je me suis dit, en fait, je vais pas arriver à tout faire. Il faut que je réduise le nombre de tâches, il faut que j'enlève quelque chose. Et en fait, si on est vraiment efficace et que tu as un plan d'action sur chaque truc et que tu appliques chaque mois ton plan d'action, etc. Bon, après, j'ai la chance d'être extrêmement créative, donc ce côté-là va très, très vite pour moi. C'est faisable. Est-ce que tu délègues aujourd'hui? Parce que tout ce que tu viens de lister, même pour quelqu'un qui ne serait pas maman, ça me paraît déjà énorme en termes de charge de travail. Tu es toute seule? Tu délègues un peu? Je suis toute seule. Rien du tout? Alors, je délègue un peu. Vraiment pas beaucoup, à mon papa, qui depuis... je sais pas, ça fait un moment déjà qu'il m'aide. Il va me faire des analyses, tu vois, c'est Monsieur Chiffre. Donc lui, il monitore combien je vais vendre de programmes, l'évolution de ma chaîne YouTube, il me sort les red flags, les green flags, voilà. Incroyable. Trop bien en plus de travailler un peu en famille, ça doit être très chouette. Ouais, c'est très chouette. Ça apporte ses challenges aussi de temps en temps, mais c'est vraiment ultra chouette. Et voilà, ils m'aident sur ça, mais à l'heure actuelle, tout le reste, je le fais moi. C'est beaucoup, et en même temps, je suis assez honnête pour reconnaître que mon entreprise est mon bébé et que pour l'instant, j'arrive pas à déléguer. Genre, j'en suis incapable parce que j'ai déjà beaucoup pensé. Genre, ça me fait monter l'angoisse. Donc, pour l'instant, c'est pas le moment. Ce que j'allais dire vraiment, avec la charge de travail que tu as, me dire que tu t'occupes encore des montages, des mises en ligne, des programmations, de la réponse aux mails, tu fais le service client et tout, je me dis... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je me dis waouh. Enfin, et en plus, surtout, on doit être sur des volumes qui ne sont pas tes volumes du début, qui doivent être quand même très conséquents. Donc, maintenant, j'ai envie de te poser la question, on en a déjà parlé, mais comment tu fais tout? Je suis efficace, je pense. Non, il y a autre chose, Delphine. C'est obligé. Je n'ai pas de secret caché. Après, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que... Je sais pas. Ça me semble pas surhumain. Mais après, je sais que je suis une travaillomane. Clairement, tu vois, c'est... Voilà, j'ai toujours mon téléphone à proximité. J'ai toujours répondre à un email entre deux.
Des fois, ça me fait rire. Je te vois quand tu marches le matin et en même temps, t'en profites, tu dis que tu fais tes notes vocales, tes trucs, tes machins. Mais je me dis, non, j'ai jamais dit ça. C'est non, pas vrai. non, c'est pas vrai. Hein, je l'ai inventé. Je me dis, c'est un peu pareil en fait. Genre là, à midi, j'étais en train de faire du sport et sur mon vélo, à un moment, le coach dit, Delphine, c'est bon, tu peux arrêter les emails professionnels ou à un moment, on est présent dans la salle. Et je dis, ok, bon, allez, j'arrête, je raccroche et je me concentre sur ce que je fais. Tu répondais des emails pro tout en suivant un cours de sport? C'est ça. C'est ça. Ça me fait rire. Voilà. Donc c'est vrai que bon, je travaille un peu tout le temps et c'est ce qui me permet de faire pas mal. Après, je pense que le fait de m'être très bien organisée fait que maintenant, je peux produire beaucoup. Et puis, j'adore ce que je fais. Donc, je pense que ça aide aussi. Tu vois, quand tu me parles de tu fais encore le montage, tu réponds aux emails et tout. En fait, moi, je trouve ça trop cool de répondre aux emails. Alors, montage vidéo, bon. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais en tout cas répondre aux emails, échanger avec les gens, pouvoir lire tous les commentaires qu'ils mettent, c'est trop cool. C'est beau et c'est impressionnant. Franchement, bravo. Merci, c'est gentil. Vraiment. Du coup, on a parlé de Delphine la maman, on a parlé de Delphine l'entrepreneuse. Maintenant, parlons de Delphine la femme, dans les deux sens du terme. Donc la femme l'épouse et puis la femme toi. Quelle place ça occupe dans ta vie aujourd'hui ? Alors, pendant très longtemps, la femme, l'épouse et la femme, moi, elles ont été mises entre parenthèses, clairement, parce qu'il y avait d'autres priorités. Alors, pas au début où j'ai été prof de yoga, parce que j'avais le temps. Et puis, le jour où tu deviens maman, en fait, tu te dis... le dimanche, tu te réveilles et tu te dis, oh là là, j'ai le temps de rien et tout avant de devenir maman. Et puis un jour, tu deviens maman et tu te dis, ah ouais, en fait, c'est ça, avoir le temps de rien. Ouais, c'est ça. C'est genre la réalisation, quoi. C'est ça, être fatiguée. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Donc pendant longtemps, elles ont été mises entre parenthèses. Je dirais que jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, ça a duré longtemps quand même. Hein. Ça a duré longtemps parce que voilà, je suis devenue maman en 2018. Le confinement est arrivé en 2020. Donc au départ, c'est vraiment la naissance de mon fils, c'était un peu anarchique. C'est normal, hein, on reprend des marques, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc on se met entre parenthèses. Après, il y a eu le confinement où là vraiment mon entreprise. En fait, c'est comme si j'avais eu un deuxième enfant. Mon entreprise, elle a pris une place folle. Et pendant 1 an et demi. Pendant cette année, j'ai dû changer de statut et ça m'a beaucoup affectée. Je suis passée de micro-entreprise à EURL. Affectée émotionnellement ou financièrement, tout. Logistiquement Tout. Logistiquement, pour moi, c'était genre... moi, je faisais ma petite comptabilité sur Excel. Là, il a fallu que j'aille dans des bureaux de comptables et qu'on m'explique ce que c'était qu'un dividende, qu'un machin, Enfin, c'était genre... voilà. Pour moi, ça faisait beaucoup. Émotionnellement aussi, parce que en fait tout change, ça prend une autre ampleur. On commence à avoir, quand la communauté elle grandit, on commence à avoir les premières personnes qui sont pas contentes. Faut gérer aussi les personnes qui sont pas contentes. Moi, je prends tout extrêmement personnellement. Donc, c'était aussi compliqué là-dessus. Heureusement, ça m'arrive pas très souvent parce que sinon, j'aurais du mal, je pense, encore. Donc, voilà, tout a mis un peu de temps et je pense que oui, ça doit faire 2 ans que ça va mieux. Où la femme a repris plus de place, où je m'en occupe en faisant du sport quasiment tous les jours, en m'accordant des vraies pauses, des moments de déconnexion. Ça m'arrive de temps en temps de partir 3-4 jours toute seule dans la forêt. Ah, mais c'est génial, ça. C'est trop bien. J'ai des copines qui habitent très loin, donc je me fais beaucoup de week-ends entre copines. Pour moi, c'est hyper important d'arriver à déconnecter à la fois de mon rôle d'entrepreneur et à la fois de mon rôle de maman. Voilà. Et Delphine l'épouse, alors franchement, j'ai un mari qui est vraiment extrêmement compatissant parce que c'est vrai que... entre mon travail, il sait en fait, mon travail c'est un autre bébé, quoi, c'est un autre amour, donc il sait que ça prend de la place. Et on arrive à s'accorder du temps un peu à droite à gauche, pas autant qu'on voudrait, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu as trouvé un super bel équilibre qui te convient. Effectivement, aucun équilibre n'est parfait. C'est pas parfait. Exactement, on peut pas remplir tous les vases, mais en fait, je pense que ce qui fonctionne, c'est que à l'heure actuelle, mon mari il est conscient que mon travail ça m'épanouit. Il me soutient, je lui en parle vachement parce que sur l'oreiller, nos discussions c'est toujours l'entreprise. J'ai eu cette idée, t'en penses quoi, etc. Dernièrement, l'année dernière, il a fait un programme de yoga avec moi. Donc c'était super génial. Cool. Il est carrément venu tourner un programme. Il a fait les options débutants pendant que moi, je démontrais les options un petit peu plus avancées. Je pense qu'en fait, l'important, c'est d'être assez réaliste sur le temps qu'on a. Là, on a envie de l'allouer. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir cette frustration de se dire...
je voudrais que mon entreprise, elle marche, mais en même temps, je veux trop être maman et du coup, je veux tout faire avec mes enfants. Mais en fait, du coup, ça marche pas. Il faut juste avoir le recul de se dire, bon, bah, ok, c'est une phase de ma vie où j'ai besoin de privilégier ça parce que ça m'épanouit ou pour une autre raison. Ça peut être des raisons financières, d'épanouissement personnel ou peu importe. En fait, toutes les raisons sont justes. Et juste d'avoir le recul et de se dire, ok. Et puis, du coup, dans la sphère familiale, de dire, bah, en fait, moi, dans mon équilibre perso, c'est ça qui fonctionne. Je pense que c'est ça qui amène une espèce d'équilibre. Après, j'ai quand même l'impression de tâtonner. Je pense que personne aujourd'hui ne peut se targuer d'avoir dit j'ai trouvé l'équilibre parfait, j'ai trouvé la formule parfaite. Chacun doit avoir l'impression de tâtonner. Oui, et puis je pense que la vie est en perpétuel mouvement, donc à chaque fois que tu as l'impression d'avoir un petit truc d'équilibre, en fait, ça repart, il y a quelque chose qui vient le déséquilibrer, il y a quelque chose qui a besoin de plus ton attention, etc. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul et j'arrive aussi à me faire des journées un peu moins intense, tu vois, parce que quand je te dis qu'aujourd'hui j'arrive à travailler à peu près 6 heures par jour, pendant très longtemps ça a été beaucoup plus que ça, et je sentais que j'étais trop proche du burn-out en fait. Je sentais que j'étais en état de stress permanent et aujourd'hui je me sens beaucoup plus calme. Franchement, merci à toi parce que j'ai l'impression que tu es hyper transparente et j'essaie honnête. Et j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que tu partages aussi les choses telles qu'elles sont vraiment passées. T'es pas en train d'essayer d'édulcorer quelque chose ou de dire ah non mais ça s'est trop bien passé, j'ai aucun regret. Et je trouve que c'est très très précieux, donc merci pour ça. Bah de rien, c'est quelque chose qui est hyper important depuis le début quand je communique sur les réseaux sociaux et tout. Je trouve que sur les réseaux il y a trop de filtres. C'est trop facile de regarder les réseaux et de se dire ah ben ma vie c'est nul, l'herbe elle est plus verte ailleurs. Et en fait s'il y avait plus de gens qui disaient bah ouais en fait des fois c'est super dur. C'est pas toujours rose, mais en même temps, ça apporte des trucs super cool. Et puis, c'est juste des choix, en fait, qu'on fait. Quel choix t'as envie de faire à quel moment de ta vie. Et on peut pas tout avoir, mais en tout cas, tu peux t'épanouir là où t'as envie de t'épanouir, ça, c'est certain. En tout cas, sache que pour, je pense, toutes les mamans qui nous écoutent, et puis toutes les personnes qui un jour aimeraient être maman comme moi, c'est hyper précieux d'avoir des retours d'expérience comme le tien, plus que le non, mais ça fonctionnera comme ci ou ça fonctionnera comme ça, alors qu'on se doute que... ça va être que un peu c'est plus pas complexe. Si simple. Voilà, exactement. Donc merci pour ça. C'est pas si simple, mais c'est faisable. C'est ça qu'il faut retenir. Faisable. C'est faisable. Et puis après, il y a toute la notion d'épanouissement, de bonheur aussi, d'élever ton enfant. C'est ça aussi qu'il faut vraiment garder en tête, en fait. C'est, en fait, quand tu as envie d'être entrepreneur, c'est quoi la raison derrière ? Est-ce que c'est parce que ton job en entreprise, il te plaît pas du tout et que tu as envie d'avoir des horaires hyper flexibles ? Ou est-ce que ça vient de tes tripes ? Moi, aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis passionnée de ce que je partage. Et donc, je pense que là, ça change forcément la donne. Et du coup, tu arrives à ajuster certaines choses et ça devient vachement plus possible. Un beau message d'espoir. Et pour terminer sur une note un petit peu plus légère, est-ce qu'il y a des petites astuces d'organisation au quotidien que tu mets en place et qui t'aident vraiment soit à gagner du temps, soit à faciliter la vie, que ce soit d'un point de vue perso, familial, pro, sentimental, amoureux, tout ? Alors moi, je suis très très fan des to-do list, mais vraiment, j'en fais vraiment beaucoup et j'essaie de les faire dans plusieurs sphères et de les garder très concises. Donc genre pas me faire une to-do list à rallonge, voilà, qui est infaisable, mais me dire en gros, aujourd'hui, je fais 2 trucs pro, un truc perso, un truc organisationnel familial et j'accomplis ça et c'est cool. Beaucoup ça et beaucoup aussi, je planifie genre mon mois en avance. J'arrive à anticiper vachement. Ouais. En gros, je suis plutôt par semaine. Genre, en gros, la première semaine du mois, je travaille YouTube. La deuxième, mes programmes. La troisième, mes programmes. La quatrième, c'est un peu tout ce qui est communication, marketing, etc. Et ça me permet de savoir un peu où je vais. Alors, le problème de ce système, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de pause. Mais moi, voir clairement là où je vais, c'est ce qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Impressionnant. Et avant de conclure, là, du coup, on a échangé sur plein de choses. Si tu souhaitais que les auditeurs et auditrices repartent avec une seule chose de tout ce qu'on s'est dit, laquelle ce serait ? Alors moi, je dirais, c'est de s'écouter et de vraiment genre fermer les yeux et vous demander qu'est-ce qui me met en joie pour faire un choix. Si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous savez pas vers où aller, par où commencer, en fait, qu'est-ce qui vous met en joie et pourquoi vous avez envie de faire ça ? C'est beau, j'approuve. Je mets le petit estampillage de Bibous sur cette... Approved.
Trop bien. Delphine, du coup, si on a envie de te retrouver, d'aller papoter avec toi, échanger pour les personnes qui voudraient te faire un feedback sur cet épisode, travailler avec toi, découvrir tes vidéos, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, tu peux me retrouver sur Instagram, mon compte c'est Delphine Marie Yoga, sur YouTube, la même chose, Delphine Marie Yoga, ou sur mon studio de yoga en ligne, et c'est layogatribe.com. Parfait. Et si on veut travailler avec toi, ça serait que tu proposes des programmes, des cours en présentiel? Alors, je propose encore des cours en présentiel que je mets aussi sur Zoom. Là, il y a toutes les informations vraiment sur mon compte Instagram dans la petite bio. Et puis, vraiment, c'est sur mon studio en ligne pour le coup, où je propose des programmes à thème. Et c'est ça qui permet d'avancer vers un but précis quand on a envie de se mettre dans la pratique du yoga. Trop chouette. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi, Aline. C'était trop chouette. La transparence, les astuces. J'ai passé un super moment. Merci. Moi aussi, merci, Aline. À très vite. Vous arrivez à présent à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, absolument tous les liens, toutes les références que nous avons citées, Delphine et moi, sont répertoriées en description de cet épisode de podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!